Le millionnaire a été humilié par sa famille pendant la fête, mais personne ne s'attendait à ce que la domestique les affronte tous. Le soleil se couchait lentement sur les collines dorées du Languedoc, enveloppant les vignes de Château-Duval dans une lumière d'ambre qui semblait presque irréelle. Un vent léger faisait danser les feuilles et un calme presque religieux régnait sur les terres immenses. Au sommet de cette colline bénie par le temps et le vin, se dressait le château, massif et élégant, empreint d'histoire et de secrets anciens. C'était ici que Jacques Duval, héritier d'une dynastie viticole vieille de plus de 2 siècles, vivait, enfermé entre les pierres épaisses et les souvenirs silencieux. Jacques n'avait que 52 ans, mais le poids de la solitude, de la douleur et des trahisons invisibles l'avait prématurément vieilli. Depuis l'accident de voiture qui l'avait cloué dans un fauteuil roulant 7 ans plus tôt, il n'était plus que l'ombre du patriarche autrefois admiré. Son regard, autrefois perçant et rieur, s'était terni, et bien que son visage conservât cette noblesse naturelle des Duval, son sourire avait déserté depuis longtemps. La fortune de Jacques était immense. Ses vignes produisaient certains des crus les plus respectés du pays, exportés à travers le monde. Le nom Duval ouvrait des portes dans les salons les plus fermés de Paris et dans les cercles de dégustation les plus exigeants de Bordeaux. Mais cette richesse, au lieu de cimenter les liens familiaux, avait creusé des abîmes. Depuis l'accident, certains de ses proches, notamment son frère cadet Antoine et sa nièce Camille, avaient changé de comportement. Ce qui n'était au départ que malaise s'était lentement transformé en mépris voilé, en regard fuyant, en silence accusateur. Pour beaucoup, Jacques n'était plus qu'un homme assis, inutile, une figure symbolique dont on attendait simplement qu'il disparaisse, discrètement, en silence. Et pourtant, chaque année, comme le voulait la tradition, Jacques organisait une grande réception au château, une manière de préserver les apparences, de donner l'illusion d'une famille unie, d'un héritage solide. Cette année encore, les invitations avaient été envoyées à tous les membres de la famille, aux associés, aux anciens amis, et même à quelques notables de la région. Élise, la gouvernante dévouée du château, s'était assurée que tout soit parfait. Nappes impeccablement repassées, chandeliers polis, verres alignés avec une précision presque militaire. Mais dans l'air flottait une tension étrange. Jacques, habitué à observer les détails que les autres négligeaient, remarquait tout. Les rires qui sonnaient faux, les chuchotements interrompus dès qu'il entrait dans une pièce, les regards échangés derrière les dos. Il voyait bien que quelque chose n'allait pas. Même les sourires, d'ordinaire hypocrites mais polis, semblaient cette fois chargés d'une impatience mal contenue. Il entendait les mots murmurés trop bas pour être compris, mais dont le ton trahissait tout. Antoine, autrefois proche de lui, semblait jouer un rôle grotesque, trop souriant, trop tactile, comme s'il voulait faire oublier une faute imminente. Camille, adolescente hautaine aux manières de princesse, ne daignait même pas lui adresser un regard prolongé. Jacques avait souvent pardonné leurs excès, leurs petits gestes d'indifférence, leurs oublis fins, mais cette fois, quelque chose le dérangeait profondément, comme un pressentiment qui grandissait au fil des heures. Il observait, silencieux, du haut de la terrasse principale, tandis que les invités affluaient dans les jardins illuminés. Le champagne coulait, les conversations mondaines remplissaient l'air, mais Jacques n'entendait que le battement lent de son propre cœur et les roues de sa chaise qui crissaient faiblement sur les dalles de pierre. Élise, elle, ne quittait jamais vraiment la scène. Discrète mais omniprésente, elle voyait ce que les autres ignoraient ou refusaient de voir. Depuis plus de 10 ans, elle travaillait pour Jacques. Ce n'était pas une simple employée. Elle connaissait ses douleurs, ses silences, ses habitudes. Elle savait quand il mentait, en disant que tout allait bien. Elle savait lire les fissures dans les murs d'apparence. Ce soir-là, quelque chose dans son attitude trahissait une vigilance inhabituelle. Elle sentait le danger, même si elle n'aurait su dire sous quelle forme il viendrait. Jacques ne croyait plus aux grands gestes, ni aux serments familiaux. Il savait que l'amour pouvait s'éroder, que le respect pouvait s'effacer sans bruit. Il s'était habitué à la solitude, à la défiance de ceux qu'il avait autrefois admirés. Il ne demandait plus rien, sinon un peu de paix, un peu de dignité. Mais cette soirée, il le pressentait, ne lui offrirait ni l'un ni l'autre. Car derrière les sourires, il y avait des intentions dissimulées. Il le sentait dans les regards d'Antoine, dans les pas nerveux de Camille, dans les silences prolongés des autres membres de la famille. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans cette fête.
Ce n'était pas seulement la musique plus forte, ni les rires forcés. C'était comme si chacun jouait une partition qu'il ne connaissait pas vraiment, comme si un théâtre cruel se préparait. Jacques, pourtant assis au centre de tout, était traité comme un accessoire. On ne le consultait pas, on ne lui demandait pas son avis. On l'invitait à sourire pour les photos comme on exhibe une relique précieuse mais inutile. Le vent tourna légèrement. Une brise plus fraîche fit frissonner les invités. Jacques, en silence, ferma les yeux. Il se rappelait des années où il courait entre les rangs de vignes, enfant, les pieds nus dans la terre chaude, libre et insouciant. Il se rappelait les vendanges, les odeurs du chai, les rires sincères de ses parents. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, celle d'avant l'accident, celle d'avant la chaise, celle d'avant la trahison muette de sa propre famille. Le crépuscule laissa place aux lumières artificielles. Les torches étaient allumées autour de la piscine. Des tables garnies de mets fins attendaient les convives. Antoine levait déjà sa coupe, préparant un toast dont le ton faisait grincer les dents. Jacques sentit une boule se former dans sa gorge. Mais il resta digne. Toujours. Car il savait que, quoi qu'il arrive, il ne céderait pas à la peur ni à la pitié. Ce château, ce nom, cette terre, tout cela était son héritage. Et ce soir, il allait découvrir jusqu'où certains étaient prêts à aller pour le lui arracher. La nuit était tombée sur le domaine, mais les lanternes suspendues aux branches d'oliviers centenaires projetaient une lumière douce sur les allées de gravier. Des guirlandes lumineuses serpentaient le long des tonnelles et autour de la piscine, jetant des reflets vacillants sur l'eau calme, tandis que les conversations se mêlaient à la musique classique jouée par un petit quatuor installé sous un auvent. Tout semblait en place pour une soirée parfaite. Et pourtant, derrière cette apparente élégance, une tension sourde s'installait, se glissant entre les rires polis et les verres de champagne. Jacques, depuis sa chaise roulante, observait la scène avec une attention accrue. Il n'était pas dupe. Il connaissait assez bien sa famille pour savoir reconnaître les regards qui s'évitent, les silences qui pèsent plus lourd que les mots. Il avait pris soin de se placer légèrement en retrait, au bord de la grande terrasse donnant sur le jardin principal, non loin de la piscine. De là, il pouvait voir sans être vu, entendre sans être sollicité. Les gens passaient devant lui avec un sourire rapide, parfois un mot aimable, puis disparaissaient dans les groupes animés où il n'était jamais convié. Antoine était au centre de l'attention, comme toujours. Plus volubile que jamais, il enchaînait les anecdotes et les plaisanteries, riant plus fort que les autres à ses propres histoires. Il s'était entouré de quelques amis proches et de cousins éloignés qui riaient avec une complicité presque servile. À chaque toast, à chaque éclat de rire, Jacques sentait une petite déchirure invisible s'élargir dans l'espace familial. Ce frère, autrefois si complice, s'était transformé en une caricature de mondain ambitieux, toujours à la recherche de validation, incapable de cacher son agacement devant la fragilité désormais visible de Jacques. Camille, quant à elle, se tenait légèrement en retrait, accoudée à une table haute, son regard rivé sur l'écran de son téléphone portable. À 17 ans, elle possédait déjà l'arrogance de ceux qui pensent avoir tout compris à la vie. Son mépris à peine voilé pour son oncle était devenu plus manifeste au fil des ans. Pour elle, Jacques n'était qu'un poids mort, une histoire embarrassante qu'on devait traîner lors des réunions de famille, un souvenir vivant d'une époque révolue. Il ne représentait rien de valorisant, rien à afficher sur ses réseaux sociaux. Et pourtant, Élise, toujours en mouvement mais jamais intrusive, continuait de veiller. Elle apportait des verres d'eau, ajustait les nappes, rassurait les serveurs, tout en gardant un œil attentif sur Jacques. Elle connaissait ses silences, ses regards appuyés, ses moindres mimiques. Elle savait qu'il souffrait, qu'il était profondément mal à l'aise, même s'il n'en disait rien. Elle voyait les petites humiliations dissimulées sous les sourires convenus, les regards qui fuyaient sa chaise, les gestes d'évitement quand il s'approchait. Les invités, dans leur majorité, faisaient semblant. Ils faisaient semblant d'être ravis, de se souvenir avec émotion des années passées, de se sentir honorés d'être là. Mais leur hypocrisie transpirait dans chaque geste. Les conversations s'éloignaient toujours de Jacques, les photos étaient prises sans lui, les toasts ne mentionnaient son nom que par obligation. C'était comme si sa présence physique dérangeait, comme si son existence rappelait à tous une vérité qu'ils préféraient ignorer, celle de la fragilité humaine, du destin qui frappe sans prévenir.
Au cœur de cette mascarade, Jacques ressentait une fatigue immense. Il n'avait pas voulu cette réception, pas cette année. Mais il s'y était résolu, poussé par une forme d'instinct, comme si quelque chose devait être révélé. Et plus la soirée avançait, plus ce pressentiment prenait forme. Il percevait les chuchotements à son passage, les éclats de rire qui s'arrêtaient net lorsqu'il s'approchait, les petits signes de connivence entre Antoine et Camille. Il ne comprenait pas encore ce qu'il tramait, mais il savait qu'un piège se préparait. Vers 10 heures du soir, Antoine, visiblement légèrement ivre, se leva d'un bond sur une table basse, sa coupe de champagne à la main. Il demanda le silence avec un grand geste théâtral. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il lança un discours faussement ému sur l'importance de la famille, sur les racines, sur la fierté d'appartenir au Duval. Il évoqua brièvement Jacques, le remerciant d'avoir tout organisé malgré ses circonstances. Le ton était ambigu. Le mot « circonstance » pesait lourdement dans l'air. Quelques invités échangèrent des regards gênés. Élise, elle, sentit son estomac se nouer. Il y avait quelque chose dans la voix d'Antoine qui sonnait faux, trop sucré, trop huilé. Jacques ne réagit pas. Il connaissait trop bien son frère pour mordre à l'hameçon. Il savait que ce discours, sous ses airs d'hommage, préparait autre chose. Antoine conclut en annonçant une surprise, un moment spécial qu'il réservait à son frère aîné pour célébrer l'esprit Duval. Les rires qui s'ensuivirent furent crispés. La tension monta d'un cran, imperceptible mais réel. Élise s'approcha discrètement de Jacques. Elle lui demanda s'il voulait rentrer, prétextant qu'il semblait fatigué. Il refusa d'un geste doux. Son regard se fixa sur Antoine, qui riait bruyamment avec Camille. Jacques savait qu'il ne pouvait pas fuir. Il devait rester, observer, comprendre ce qui se tramait. Il ne se doutait pas que cette décision allait tout précipiter. Les invités commencèrent à se rassembler autour de la piscine sous l'invitation insistante d'Antoine. Celui-ci tapait des mains, appelant tout le monde à se joindre au grand toast. Les serveurs apportèrent des plateaux remplis de coupes pétillantes. Des rires nerveux fusaient, certains semblèrent déjà se douter que ce moment ne serait pas aussi festif qu'on le prétendait. Élise, toujours proche, sentit une inquiétude grandissante. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais tout en elle criait qu'un drame se préparait. Son instinct, affûté par des années de service et de discrétion, lui disait que Jacques courait un danger. Elle tenta de l'en dissuader, lui proposant à nouveau de regagner l'intérieur. Mais il refusa encore d'un ton calme, presque fataliste. Alors que les convives formaient un cercle autour de la piscine, Jacques fut doucement poussé vers le centre, toujours dans sa chaise, par Antoine lui-même. Celui-ci riait, flattant l'épaule de son frère avec une fausse affection. Camille, de l'autre côté, fixait Jacques avec un sourire énigmatique. Tous les regards étaient braqués sur lui. La scène se figea un instant. Un souffle glacial sembla traverser les convives. Jacques, au cœur de cette étrange mise en scène, sentait l'air devenir plus lourd. Les verres s'entrechoquèrent, les applaudissements commencèrent doucement. Mais derrière les sourires, derrière les rires forcés, se dissimulait une cruauté sourde. Un geste allait être posé, irréversible. Et lorsque ce geste arriva, il fut aussi brutal qu'inattendu. Mais ce moment-là appartient à une autre partie de l'histoire, car pour l'instant, tout ce que Jacques pouvait faire, c'était attendre. Attendre de voir jusqu'où iraient ceux qui, autrefois, partageaient son sang. Les rires s'intensifiaient autour de la piscine, rebondissant contre les murs de pierre du château comme des échos artificiels. Sous les lampions suspendus et la musique de fond à peine audible, une tension malsaine flottait, imperceptible pour certains, mais d'une clarté glaçante pour ceux qui savaient observer. Jacques, immobile dans sa chaise, avançait lentement, poussé par Antoine qui arborait un sourire figé, trop large, trop mécanique. Il ne s'agissait plus de fraternité ou de respect. Le geste manquait de tendresse, de retenue. C'était une mise en scène, une farce où l'humiliation servait de divertissement. Camille les suivait de près, une coupe de champagne à la main, son regard oscillant entre excitation et défi. Elle échangea un regard complice avec son père, comme s'ils avaient tous deux répété cette scène à l'avance. Jacques, quant à lui, ne résistait pas. Pas par ignorance ou passivité, mais par choix. Il voulait croire jusqu'au dernier instant que rien ne se passerait. Que malgré tout, malgré les rancunes, les non-dits et les humiliations passées, il existait encore une limite que sa famille n'oserait franchir. Mais cette croyance, déjà fragile, s'effritait à chaque seconde. Autour d'eux,
Les invités se rassemblaient, attirés par la promesse d'un moment spécial. Les téléphones portables étaient discrètement sortis, certains activant déjà la caméra. Personne ne savait ce qui allait se produire exactement, mais tous pressentaient qu'il se passait quelque chose d'inédit, d'explosif. Dans cette atmosphère de faux semblants et de curiosité malsaine, personne n'osait intervenir, personne ne posait de questions. Le groupe formait une sorte d'arène silencieuse, prête à assister à une scène de spectacle dont l'issue était incertaine, mais forcément spectaculaire. Antoine leva son verre bien haut, demandant le silence d'un geste dramatique. La foule obéit, retenant son souffle. Il s'éclaircit la voix et prit la parole, son ton exagérément enjoué trahissant une nervosité sous-jacente. Il parla d'héritage, de fierté, de tenir bon malgré les épreuves. Il fit allusion à Jacques, le décrivant comme notre cher pilier immobile, glissant dans sa voix une ironie que peu osaient relever, mais que tous entendaient. Camille, à ses côtés, riait doucement, jouant avec la tige de sa coupe, insouciante, presque enfantine dans sa cruauté. Puis, sans prévenir, Antoine se tourna vers Jacques, s'agenouilla légèrement à côté de lui et déclara d'un ton théâtral « Il est temps de te joindre à nous, mon frère. » Pas de discours cette fois, mais un geste symbolique. La foule se mit à applaudir mollement, certains croyant encore qu'il s'agissait d'un hommage, d'un moment de tendresse. Mais la suite dissipa toute illusion. D'un mouvement brusque, inattendu, Antoine bascula la chaise vers l'avant. Un cri bref se fit entendre, suivi d'un grand plouf qui coupa net la musique et les conversations. Jacques venait de tomber, tout entier, avec sa chaise, dans l'eau glacée de la piscine. Le choc fut brutal. La surface de l'eau se referma sur lui en un instant, engloutissant sa silhouette sans défense. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée, aussitôt brisé par quelques éclats de rire nerveux. Certains croyaient encore à une blague, un coup monté. D'autres, pétrifiés, ne savaient comment réagir. Personne ne bougea. Camille recula d'un pas, le sourire figé. Antoine, debout, au bord de la piscine, gardait les bras levés, comme s'il venait de terminer un numéro d'acrobatie. Mais ses yeux trahissaient autre chose. Une peur soudaine, un doute envahissant. Ce n'était plus un jeu. La réalité reprenait ses droits, et elle n'avait rien de comique. Sous l'eau, Jacques luttait. L'impact avait été violent. Le métal de la chaise l'entraînait vers le fond, et ses bras agitaient faiblement la surface. Les invités, paralysés, le regardaient sombrer comme s'il s'agissait d'un spectacle lointain. Aucun ne bougea. Pas un. Tous attendaient, comme figés dans une torpeur collective. Certains filmaient encore, leurs mains tremblantes, espérant peut-être capter un moment de gloire numérique, sans se rendre compte de l'atrocité de la scène. Et puis, soudain, une silhouette se détacha de la foule. Élise. Elle jeta son plateau au sol, arracha ses chaussures et, sans réfléchir, courut vers la piscine. Sa robe en lin se souleva dans le vent, puis se plaqua contre son corps lorsqu'elle plongea tête la première dans l'eau. Ce fut comme une détonation. L'eau éclaboussa les invités les plus proches, mais personne ne réagit. Tous la regardaient nager avec force, détermination, sans une hésitation. Sous l'eau, elle attrapa Jacques par les épaules, tenta de le libérer de la chaise. Le métal résistait. Elle remonta pour reprendre de l'air, puis replongea, agrippant les accoudoirs, forçant de toutes ses forces, jusqu'à réussir à déverrouiller le mécanisme. Jacques remonta doucement à la surface, le visage livide, les yeux fermés. Elle passa ses bras sous les siens et, poussée par une rage muette, le traîna jusqu'au bord de la piscine. Là encore, personne ne bougeait. Les invités restaient figés, comme s'ils assistaient à une tragédie filmée, incapables de se mêler au réel. Seul le son de l'eau agitée brisait le silence. Élise cria, une fois, deux fois, « Aidez-moi !» Sa voix fendit l'air comme une lame. Finalement, un serveur accourut et l'aida à sortir Jacques de l'eau. Il était vivant. Son torse se soulevait faiblement. Il toussa, recracha de l'eau, cligna des yeux. Il n'avait pas perdu connaissance, mais sa peau, blanche comme la pierre, révélait le choc subi. Élise s'agenouilla à ses côtés, ruisselante, haletante. Elle lui prit la main, vérifia qu'il respirait correctement, puis se releva lentement. Ses cheveux mouillés collaient à son visage, sa robe dégoulinait, mais son regard, lui, était sec. Il brillait d'une colère froide, d'un feu maîtrisé, prêt à consumer les mensonges et les silences. Elle balaya la foule du regard, et ce qu'elle vit la remplit d'un dégoût profond.
Aucun regard assumé, aucune main tendue, aucun mot d'excuse. Juste des visages tournés, honteux ou lâches. Et au centre, Antoine, désormais silencieux, pétrifié devant sa propre ignominie. Ce qui venait de se produire n'était pas une blague. Ce n'était pas une petite folie de fin de soirée. C'était un acte de cruauté pure, une humiliation publique, un homme handicapé poussé à l'eau comme un objet encombrant, au milieu d'une foule de complices passifs. Et Élise, seule, avait eu le courage de plonger, pas par héroïsme, mais par respect, par humanité. Parce qu'elle n'avait pas oublié que derrière la fortune et la chaise roulante, il y avait un homme digne, un homme qu'on venait de piétiner. Mais le plus grand silence n'était pas celui des invités. C'était celui de Jacques. Tremblant assis sur le carrelage froid, enveloppé dans une serviette apportée à la hâte, il ne disait rien. Son regard errait, perdu, brisé. Et dans ce regard, Élise comprit qu'un point de non-retour venait d'être franchi. Rien ne serait plus jamais comme avant. L'eau glacée continuait de couler en filets tremblants du corps de Jacques, ruisselant de ses cheveux grisonnants vers son cou, puis jusqu'à ses vêtements trempés collés à sa peau. Assis sur les dalles froides de la terrasse, enveloppé dans une grande serviette que quelqu'un avait fini par lui apporter, il gardait les yeux ouverts, mais fixait un point indistinct, bien au-delà du décor illuminé qui l'entourait. Le silence pesait sur la foule, un silence lourd, gêné, mais surtout révélateur. Ce n'était plus une fête, c'était le théâtre d'un crime moral, et chaque témoin portait désormais sur ses épaules le poids de sa passivité. Élise, debout près de lui, grelottait sous sa robe trempée. Ses cheveux noirs ruisselants, plaqués contre ses tempes, lui donnaient un air plus sévère encore. Elle respirait fort, son cœur battant encore à toute allure, comme si son corps refusait de revenir à la normale, après la violence de l'instant. Sa poitrine se soulevait de façon irrégulière, ses jambes tremblaient, mais son regard restait ferme. Elle fixait un à un les invités, leurs visages fuyants, leurs mains crispées sur leurs coupes, leurs murmures à peine audibles. Aucun n'avait bougé, aucun n'avait crié, aucun n'avait tenté de la suivre dans l'eau. Ce constat glaça davantage son sang que l'eau elle-même. Antoine restait debout, figé à l'endroit exact où il avait poussé la chaise. Il ne riait plus, son visage s'était vidé de toute expression. Camille, un peu plus loin, reculait lentement vers l'arrière du groupe, espérant sans doute se fondre dans la foule, devenir invisible, effacer sa complicité. Mais Élise la suivait du regard, sans un mot. Elle savait. Elle avait vu le petit signe, le hochement de tête, le rictus complice juste avant le geste. Elle n'oublierait rien. Un serveur tenta timidement d'apporter une autre serviette. Un autre voulut demander s'il fallait appeler les secours. Mais Élise leva la main. Elle reprit le contrôle. Sa voix, lorsqu'elle parla enfin, était tremblante mais ferme, comme le ton d'une cloche qu'on n'attendait pas. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un jeu. Elle se tourna lentement vers Antoine, dont le visage commençait à rougir sous la honte, ou peut-être la panique. C'est un acte délibéré. Vous saviez qu'il ne pouvait pas nager. Vous saviez qu'il était attaché à cette chaise. Et pourtant, vous l'avez fait. Personne ne dit mot. L'ambiance avait changé. Ce n'était plus de l'embarras, mais une forme de stupeur collective. Le masque de la fête était tombé. Derrière les éclats de rire, la musique et le champagne se cachait une vérité bien plus laide. Élise le savait, et elle refusait de la laisser passer sous silence. Elle s'agenouilla doucement à côté de Jacques, lui prit la main, la serra longuement. Il répondit par une pression faible mais présente. Il était là. Il avait tout vu, tout senti. Mais ce n'était pas à lui de parler. Pas encore. Elle se releva, se tenant droite malgré l'humidité glaciale qui collait sa robe à sa peau. Sa voix résonna à nouveau, plus forte, plus claire. Une plaisanterie? Vraiment? Une plaisanterie, c'est quand tout le monde rit, quand il y a du consentement, du respect. Ce que vous avez fait, c'est autre chose. C'est de la cruauté, c'est de la lâcheté. Ses yeux se plantèrent dans ceux d'Antoine, et vous avez souri en le faisant. Certains des invités commencèrent à s'éloigner, honteux, évitant de croiser son regard. Une femme plus âgée baissa la tête, serra son sac contre sa poitrine. Un homme tenta maladroitement de dire « Peut-être qu'il ne voulait pas, peut-être qu'il était ivre », mais il se tut rapidement face au regard d'Élise, aussi tranchant qu'un couteau. Jacques toussa légèrement, interrompant la scène. Élise se pencha aussitôt vers lui,
Il prononça quelques mots à voix basse. Elle hocha la tête, puis s'adressa à un des domestiques. « Préparez une couverture. Il faut qu'il se change, qu'il se repose. » L'homme s'exécuta aussitôt. Jacques fut aidé à se relever, sa chaise remise en place, l'assise séchée en hâte. 2 employés l'escortèrent à l'intérieur du château, loin des regards, loin de cette foule désormais étrangère. Quand il disparut derrière les portes vitrées, Élise se tourna une dernière fois vers les invités. Son visage, d'ordinaire si doux, portait désormais une dureté nouvelle, une clarté douloureuse. « Ce soir, chacun de vous a été témoin. Ce que vous ferez à partir de maintenant définira qui vous êtes vraiment. Pas ce que vous portez, pas votre nom, pas vos alliances. Ce que vous choisissez de tolérer ou non. » Elle s'éloigna ensuite, trempée, frigorifiée, mais droite. Chaque pas qu'elle faisait claquait sur les dalles, comme un jugement. Personne ne la retint. Personne n'osa l'arrêter. Antoine restait immobile, incapable de bouger. Camille avait disparu, probablement rentrée dans l'aile du château où se trouvaient les chambres d'amis. La musique avait cessé. Le personnel ne savait s'il devait continuer le service. Le champagne restait intact sur les plateaux. Plus personne ne portait de toast. À l'intérieur, Élise retrouva Jacques dans sa chambre. Il était assis, vêtu d'un peignoir épais, une couverture sur les genoux. Ses cheveux encore humides étaient asséchés par une serviette posée sur ses épaules. Elle s'agenouilla à nouveau près de lui, l'observant. Il ne disait rien, mais dans son regard brillait une émotion que ni l'eau ni le froid n'avaient pu éteindre. Une forme de reconnaissance profonde, de tristesse aussi, mais surtout une décision. Quelque chose avait changé dans son silence. Élise, elle, ressentait une fatigue nouvelle, une lassitude née non pas du corps, mais de l'âme. Elle avait agi par réflexe, par loyauté, par respect. Pas une seconde elle n'avait hésité, elle ne regrettait rien. Mais ce qu'elle avait vu, entendu, senti ce soir-là, la poursuivrait longtemps. Ce n'était pas seulement Jacques qu'on avait voulu briser, c'était ce qu'il représentait, la faiblesse, la vieillesse, la différence. Et le fait que cela vienne de sa propre famille rendait l'acte 1000 fois plus cruel. Elle resta près de lui un long moment, en silence. Puis d'une voix douce, elle lui dit « Vous n'êtes pas seul, et je ne vous laisserai jamais seul. » Jacques hocha lentement la tête. Il ne pouvait pas encore parler de ce qu'il ressentait, mais il savait que quelque chose avait commencé ce soir-là. Quelque chose qu'aucun champagne ni aucune fête ne pourrait plus masquer. La vérité avait émergé, et elle ne retournerait pas dans l'ombre. La nuit s'était épaissie autour du château, engloutissant les jardins, les haies taillées à la perfection, les rangées de vignes au loin, et surtout les rires artificiels qui s'étaient tus après l'incident. À l'intérieur, un silence funèbre planait. Les couloirs habituellement résonnants de verres qui s'entrechoquent ou de conversations légères étaient désormais traversés par des pas hésitants, des soupirs étouffés et des regards fuyants. Ce qui s'était passé au bord de la piscine avait éclaté comme une faille dans le vernis de la noblesse familiale, et personne n'osait plus prétendre que rien n'avait eu lieu. Jacques, bien qu'en sécurité et au chaud, n'avait pas encore prononcé un mot depuis qu'il avait été ramené dans ses appartements. Le feu dans la cheminée projetait des ombres dansantes sur les murs en pierre, mais il ne les regardait même pas. Son esprit s'était replié dans un endroit plus profond, plus intime, où résonnait encore le bruit de l'eau, la chute, la panique et la voix d'Élise perçant la torpeur générale. Assis dans son fauteuil, les jambes couvertes d'un plaid épais, il fixait le vide. Ce vide-là n'était pas celui du traumatisme immédiat, mais celui du réveil brutal, celui qui s'installe lorsque les illusions tombent une à une et que les masques se brisent. Pendant ce temps, Élise, après s'être changée dans la petite chambre réservée au personnel, fit ce qu'elle faisait toujours. Elle reprit son rôle, pas par soumission ou habitude, mais par devoir. Elle alla dans la cuisine, chercher une tisane pour Jacques, s'assura qu'un bain chaud avait été tiré, qu'un médecin de confiance avait été appelé, non pas pour soigner le corps, mais pour être en alerte au cas où. Elle savait que Jacques avait besoin de calme, de chaleur, mais surtout de dignité. Et cela, elle le lui redonnerait coûte que coûte. Mais ce soir-là, quelque chose en elle avait changé. La fidélité qu'elle lui portait n'était plus seulement celle d'une employée dévouée, ni même d'une amie fidèle. C'était devenu un engagement personnel, une forme de mission intérieure née d'une blessure ancienne. Et cette blessure,
Elle n'avait jamais osé la nommer jusqu'à ce moment précis. Vers 1 heure du matin, Élise entra dans le grand salon où quelques invités étaient restés, visiblement trop confus ou trop coupables pour partir. Certains faisaient semblant de s'occuper, de discuter à voix basse, d'envoyer des messages. D'autres restaient debout comme en attente d'une sentence. Antoine, lui, était assis, une coupe vide à la main, le visage défait. Il ne riait plus. Camille avait disparu. Probablement réfugiée dans sa chambre ou en train de chercher une explication plausible à ce qui s'était produit. Mais Élise n'était pas là pour jouer au juge. Elle n'était pas là pour réconforter, ni pour condamner. Elle était là pour dire la vérité. Elle s'avança pieds nus, silencieuse sur le tapis épais. Tous les regards se tournèrent vers elle, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Elle s'arrêta au centre de la pièce, puis, d'une voix calme mais chargée d'une autorité naturelle, elle dit « Jacques ne vous dira rien. Ce n'est pas dans sa nature. Il encaissera, il se taira, comme il l'a toujours fait. Mais moi, je ne peux pas me taire. » Elle laissa le silence s'installer, peser sur leurs épaules. Puis elle reprit, toujours sans élever la voix, mais avec une intensité croissante. « Ce que vous avez fait ce soir, ou plutôt, ce que vous n'avez pas fait, en dit plus sur vous que toutes les années de repas partagés, de photos de famille et de toasts hypocrites. Vous avez regardé un homme tomber à l'eau, un homme qui ne peut pas se défendre, et vous avez ri. Certains ont filmé, personne n'a sauté, personne n'a crié, personne, sauf moi. Personne ne répondit. Les regards se baissèrent. Elle continua, « Vous l'avez toujours traité comme un problème depuis qu'il ne pouvait plus marcher, comme une décoration gênante, une tache sur le tableau doré de votre héritage. Mais Jacques a été bien plus que vous tous réunis. Il a tenu cette maison, cette terre, cette famille. Même brisé, il a continué à penser aux autres, à vous, et vous l'avez jeté à l'eau. Littéralement. » Antoine tenta de se redresser, de prendre la parole. C'était une erreur, une maladresse. J'avais bu, je ne pensais pas. Mais Élise le coupa d'un simple geste de la main. Elle s'approcha de lui lentement. Son regard ne vacillait pas. Une erreur ? Vous avez poussé un homme handicapé dans une piscine devant des dizaines de témoins en souriant. Vous saviez ce que vous faisiez, et même si vous étiez ivre, cela ne diminue pas votre responsabilité. Cela l'aggrave, parce que cela montre que, même désinhibé, votre instinct n'est pas la bienveillance, c'est la domination. Antoine resta sans voix. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Élise se tourna alors vers les autres. « Je ne suis pas de votre sang, je n'ai pas grandi dans ces murs. Mais ce soir, j'ai été la seule à agir. Ce n'est pas de la bravoure, c'est juste de l'humanité. Quelque chose que vous semblez avoir perdu depuis longtemps. » Elle s'arrêta, puis ajouta d'un ton plus bas. « Jacques ne vous reprochera rien. Il vous recevra encore. Peut-être, il pardonnera. C'est ce qu'il fait toujours. Mais ne vous y trompez pas, il a vu, il a compris. Et moi aussi. » Puis, sans attendre de réaction, sans écouter les soupirs gênés ou les tentatives d'excuses, elle tourna les talons et sortit du salon. Elle n'avait pas besoin d'entendre leur justification. Elle avait dit ce qu'il fallait pour Jacques, pour elle, et peut-être pour les rares consciences qui n'étaient pas encore totalement anesthésiées dans cette maison. Dans les jours qui allèrent suivre, les murs du château retiendraient encore les échos de cette nuit, mais rien ne serait plus jamais pareil. Le regard d'Élise avait transpercé le cœur même du mensonge familial, et la fracture ainsi révélée était bien plus profonde qu'un simple incident de soirée. Elle touchait à l'âme d'un clan, et cette âme, désormais, portait une tache indélébile. La lumière matinale perçait doucement à travers les rideaux en lin blanc des appartements privés de Jacques, projetant des rayons tièdes sur les tapis anciens et les boiseries sombres du château. Le silence y était profond, interrompu seulement par le léger crépitement du feu dans la cheminée, maintenu toute la nuit à la demande d'Élise. Jacques était réveillé depuis longtemps, il ne dormait que peu depuis l'accident. Le sommeil, autrefois refuge, était devenu un terrain instable où les souvenirs et les regrets s'infiltraient, rongeant son repos. Mais ce matin-là, ce n'était pas la douleur ou la nostalgie qui l'avait tiré de sa torpeur. C'était autre chose. Une forme de lucidité nouvelle, froide, inaltérable. Assis dans son fauteuil, vêtu d'une chemise en lin et d'un gilet en cachemire gris, il observait par la fenêtre le paysage qu'il connaissait par cœur. Les vignes s'étendaient jusqu'à l'horizon, baignées dans une brume légère. Ce panorama, jadis source de fierté,
lui paraissait étrangement lointain. La veille avait laissé une empreinte, et cette empreinte, il le savait, ne s'effacerait pas. Élise entra sans bruit, tenant un plateau sur lequel reposait une théière fumante, une tasse et quelques tranches de pain grillé. Elle n'avait pas mis d'uniforme ce matin-là. Elle portait un pull ample, simple et un pantalon noir. Elle avait noué ses cheveux en chignon de manière rapide, comme si elle n'avait pas voulu s'attarder devant le miroir. Son regard, lorsqu'elle croisa celui de Jacques, n'avait plus la retenue coutumière du personnel de maison. Il y avait entre eux un respect qui dépassait les conventions. Elle posa le plateau sur la table basse, versa une tasse, puis s'assit sans demander. Ce geste, anodin en apparence, témoignait d'une confiance mutuelle forgée au fil des années. Jacques lui fit un signe de tête. Aucun mot ne fut échangé pendant plusieurs minutes. Ils partagèrent le silence, non pas comme une gêne, mais comme un espace de réflexion. Finalement, Élise parla. Sa voix était posée, presque détachée, comme si elle récitait un passage longtemps répété en elle-même. « Vous savez, hier soir, quand je vous ai vu tomber, j'ai agi sans réfléchir. Ce n'était pas de la bravoure, ce n'était pas du devoir. » Elle s'interrompit un instant, cherchant ses mots. C'était une réaction viscérale, un retour à quelque chose d'ancien, quelque chose que j'avais enfoui. Jacques ne répondit pas, mais ses yeux restaient fixés sur elle, attentifs, ouverts. Il comprenait qu'un récit bien plus profond que la soirée tragique s'apprêtait à surgir. Élise inspira profondément. J'avais un frère, il s'appelait Mathieu. Il était plus jeune que moi. Il est né avec une paralysie partielle. Rien d'extrême, mais assez pour qu'il marche différemment, parle un peu plus lentement, qu'il ait besoin de soins particuliers. Elle serra les mains sur ses genoux comme pour contenir une émotion ancienne. Nos parents ont tout fait pour qu'il ait une vie normale. Moi, je le protégeais. Je me battais pour lui. Dans la cour de récréation, à l'école, même dans la rue. Les enfants peuvent être cruels, mais les adultes le sont bien plus. Elle eut un sourire amer. On nous regardait comme si nous étions un rappel de ce que la vie peut produire de défaillant. On nous évitait, on nous supportait avec politesse, sans jamais chercher à comprendre. Elle reprit une gorgée de thé, puis continua. À 18 ans, j'ai quitté la maison pour chercher du travail. Je voulais subvenir à mes besoins, mais aussi aider mes parents, alléger le fardeau. J'ai travaillé dans des maisons bourgeoises, toujours dans l'ombre. J'ai appris à me taire, à ne pas réagir. Mais un jour, dans une famille qui m'avait embauché comme gouvernante, j'ai surpris un des fils en train de se moquer d'un enfant handicapé, invité lors d'un déjeuner. Il imitait sa démarche devant tous les convives. Tout le monde riait. Elle marqua une pause, le regard flou. Je n'ai pas pu me retenir, je l'ai interrompu. Je lui ai dit que c'était inacceptable, que c'était honteux. Elle tourna les yeux vers Jacques, avec une intensité douloureuse. Je me suis fait renvoyer le lendemain. Sans explication, sans salaire. J'ai compris ce jour-là que défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre a un prix, et que la société préfère souvent les rieurs aux justes. Un silence s'installa, plus dense que le précédent. Jacques baissa légèrement la tête. Non par honte, mais par respect. Ce que venait de lui confier Élise allait bien au-delà d'une histoire personnelle. C'était un miroir tendu à tout ce qu'il avait vécu ces dernières années. Le regard des autres, le poids de la différence, la lente désagrégation du lien familial, mais aussi la solitude de ceux qui choisissent la dignité plutôt que la facilité. Élise se leva lentement, rassembla les tasses, puis s'arrêta avant de quitter la pièce. « Hier soir, j'ai agi comme je l'ai toujours fait pour Mathieu, parce que quand j'ai vu Antoine vous pousser, j'ai revu tous ceux qui ont un jour regardé mon frère comme un fardeau, et j'ai compris que le monde ne change pas. Que les mêmes humiliations reviennent, mais cette fois je pouvais faire quelque chose, alors je l'ai fait. » Elle sortit sans ajouter un mot. Jacques resta seul. Il ne pleura pas. Mais dans le silence de la pièce, son souffle était plus lourd, plus irrégulier. Il venait de recevoir un témoignage d'une force rare, une vérité nue, sans ornement. Et cette vérité, loin de le briser davantage, venait de rallumer en lui une flamme, une détermination ancienne, presque oubliée, celle de se battre. Non plus pour conserver un nom, un domaine ou une fortune, mais pour restaurer un principe, celui que la dignité humaine, quand elle est foulée aux pieds, appelle à une réponse, et que cette réponse, désormais, viendrait de lui. Le soleil montait lentement dans le ciel clair du Languedoc, enveloppant le domaine de sa lumière dorée. Les volets du château s'ouvraient un à un,
Les domestiques reprenaient leur rythme habituel, les cloches de l'église voisine sonnaient 9 heures. Mais rien dans l'atmosphère du château Duval ne ressemblait à un matin ordinaire. Une tension feutrée planait encore dans l'air, suspendue dans les couloirs, entre les dorures des salons et les tapis silencieux. Les invités restant, peu nombreux, évitèrent de se croiser, chacun enfermé dans ses réflexions ou ses remords. Antoine, reclus dans sa chambre, n'avait pas quitté son lit. Camille, muette, avait refusé de descendre pour le petit déjeuner. Leurs visages, désormais marqués par l'incident de la veille, n'étaient plus les mêmes. La désinvolture avait cédé la place à l'inconfort. La fête s'était muée en huis clos de conséquences. À 10 heures précises, une cloche discrète résonna dans tout le château. C'était un son ancien, rarement utilisé, que Jacques faisait sonner uniquement lors des grandes annonces familiales. Ce son réveilla des souvenirs, des angoisses, des craintes. Tous savaient que cela signifiait quelque chose de grave. Une convocation, une décision, une prise de parole officielle. Personne ne pouvait y échapper. Dans le grand salon, les fauteuils avaient été disposés en demi-cercle face à la cheminée. Le feu y crépitait doucement. Sur la table basse, aucun champagne, aucun buffet. Juste un petit carnet de cuir, un stylo plume et un dossier fermé. Jacques était déjà là, droit dans son fauteuil, vêtu sobrement d'un costume anthracite, sans cravate. À ses côtés, Élise se tenait debout, discrète mais présente, comme une sentinelle. Son visage était impassible, mais son regard brûlait d'une tension contenue. Elle savait que cette matinée serait un tournant et que rien ne serait laissé au hasard. Les invités entrèrent un à un. Antoine, blême en tête. Camille suivait, les bras croisés, les yeux rougis. Le reste de la famille, cousins, cousines, tantes et oncles, prenait place en silence. Aucun ne parlait. Personne n'osait poser de questions. Tous attendaient. Jacques laissa s'installer un silence total avant de prendre la parole. Sa voix, posée, grave, portait sans effort dans la pièce. « Je vous remercie d'être venu. Ce que je vais dire aujourd'hui ne sera ni long ni débattu. Il s'agit d'une décision. Et cette décision, je l'ai prise seule. » Il marqua une pause, regardant chaque visage dans la salle. « Vous m'avez vu hier. Vous m'avez vu tomber. Vous m'avez vu lutter sous l'eau. Et vous m'avez vu être tiré de ce silence par une personne. Une seule. » Il tourna la tête vers Élise, lentement. « Elle. » Le mot résonna comme une sentence. Et dans ce geste, dans cette absence de réaction de votre part, j'ai compris tout ce que je refusais d'admettre depuis trop longtemps. Il se pencha légèrement, ouvrit le dossier sur ses genoux. « Je suis le dernier Duval de ma lignée directe. Je n'ai pas d'enfant. Ma succession, mon héritage, mon nom, tout cela repose sur mes choix. Et je suis désormais en paix avec ce que je vais faire. » Le murmure d'un froissement parcourut la pièce. Antoine se redressa légèrement. Camille se crispa. Jacques poursuivit, imperturbable. « Le testament a été modifié ce matin, en présence d'un notaire. C'est donc légal, irrévocable et opposable à quiconque voudra le contester. » Il souleva le dossier et le déposa sur la table à la vue de tous. « La moitié de mon patrimoine, terre, propriété, compte, actions, ira à des fondations œuvrant pour l'inclusion des personnes handicapées. Ce monde ne changera pas seul. Il faut le forcer à voir ce qu'il ne veut pas regarder. Et je veux que mon nom serve à cela. » Le silence devint pesant. Certains pâlirent, d'autres échangèrent des regards inquiets. Jacques, implacable, continua. L'autre moitié, il s'interrompit volontairement, savourant l'attention absolue qu'il suscitait. Tal fera l'objet d'une autre annonce, mais pas aujourd'hui. Une tension se déploya dans la salle, presque palpable. Antoine ouvrit la bouche pour parler, mais Jacques leva la main, le stoppant d'un simple geste. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une vengeance, c'est une clarification. J'ai trop longtemps cru que le lien du sang suffisait, que l'on pouvait tout supporter pour préserver une image, une tradition. Mais ce que j'ai vu hier m'a délivré. Je ne vous dois rien. Pas l'argent, pas la terre, pas mon silence. Il regarda un à un ceux qu'il considérait autrefois comme sa famille. Ce que vous avez fait hier soir, ou plutôt ce que vous n'avez pas fait, vous l'avez fait à vous-même. Moi, j'ai survécu. Mais vous, qu'avez-vous sauvé? Il se redressa dans sa chaise, le regard vif, plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Cette maison va changer, ce domaine va changer, et vous n'aurez plus à faire semblant, plus besoin de sourire, plus besoin de me supporter, vous êtes libre, et moi aussi. Sans attendre de réaction, il tourna la tête vers Élise.
Elle hocha lentement la tête, comme pour sceller l'instant. Elle s'avança, ramassa le dossier, puis le rangea dans une sacoche. Le message était clair, la discussion était terminée. Antoine, les poings serrés, semblait prêt à exploser. Camille le regardait, perdu, déstabilisé. Les autres invités, comme libérés d'un sortilège, commencèrent à quitter la salle en silence, un à un, sans mot dire. Aucun d'eux n'osait affronter Jacques du regard. Aucun ne s'approcha d'Élise. Le message avait été compris, gravé dans le marbre. Lorsque la pièce fut vide, Jacques soupira longuement. Élise referma la porte. Dans ce souffle, il y avait du soulagement, mais aussi une immense tristesse, car même la vérité la plus juste porte en elle une douleur. Mais désormais, cette douleur avait un sens. Elle était la source d'une reconstruction. Et Jacques, pour la première fois depuis longtemps, sentait qu'il avait repris possession de sa vie. Non pas malgré sa condition, mais à travers elle. Il ne serait plus jamais défini par la chaise sous lui, mais par la voix en lui. Et cette voix, ce matin-là, avait parlé sans trembler. L'écho des pas de Jacques résonnait faiblement dans les couloirs du château, même si ses roues, bien huilées, glissaient en silence sur les dalles anciennes. Depuis l'annonce du matin, le château semblait suspendu dans une atmosphère épaisse, faite d'indignation contenue, de chocs mal digérés et de colères prêtes à éclater. Les invités avaient fui rapidement, prétextant des engagements, des horaires de train, des urgences imaginaires. Mais la famille proche, elle, était restée. Peut-être par orgueil, peut-être par instinct de survie, peut-être aussi parce que certains ne pouvaient tout simplement pas croire que Jacques tiendrait parole. Dans l'aile ouest du château, où se trouvaient les chambres des hôtes les plus proches, Antoine faisait les 100 pas, la mâchoire crispée, les poings serrés. Depuis le discours de son frère, une tempête bouillonnait en lui. La moitié de la fortune familiale distribuée à des fondations, l'autre partie encore non révélée. Et lui, Antoine, le frère cadet, celui qui avait toujours été dans l'ombre, mais qui se rêvait un jour à la tête de l'empire viticole, écarté sans appel, humilié devant tous. Il n'y croyait pas. Il refusait d'y croire. Camille était assise sur le rebord du lit, les bras croisés, le visage fermé. Elle ne parlait pas. Depuis la veille, elle s'était murée dans un silence glacial, son arrogance évaporée. Ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait contribué à provoquer, la hantait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle n'osait pas regarder son père, ni affronter son propre reflet dans le miroir. Son rôle dans la chute de Jacques la poursuivait comme une ombre silencieuse. Quand Antoine apprit que Jacques les attendait dans le salon des portraits, il ne chercha pas à temporiser. Il quitta la chambre sans prévenir sa fille, traversa les couloirs à grands pas et entra sans frapper dans la pièce où les visages de leurs ancêtres regardèrent les visiteurs avec solennité. Jacques était là, face à la grande fenêtre donnant sur les vignes, ses mains jointes sur les accoudoirs, le regard tourné vers l'horizon. Il ne se retourna pas immédiatement. Antoine, en le voyant ainsi, sentit une rage monter en lui. Pas seulement à cause du testament, mais à cause de cette posture tranquille, de ce calme presque provocateur. Il n'avait jamais supporté cette manière qu'avait Jacques de se tenir droit dans la tourmente, de garder le silence comme une forme de supériorité morale. Alors c'est ça, Jacques. Tu fais ton grand numéro de justice sociale et tu crois que ça efface tout. Tu crois que tu peux te payer une conscience avec notre héritage. Jacques tourna lentement la tête sans changer d'expression. Ses yeux croisèrent ceux de son frère et ce fut comme un coup de vent dans une pièce fermée. Calme, mais glacial. Ce n'est pas votre héritage, Antoine. C'est le mien. Vous l'avez toujours cru acquis, comme si vous y aviez droit de naissance. Mais vous n'avez jamais rien construit ici. Vous n'avez pas versé une goutte de sueur pour ces vignes. Vous n'avez porté aucun fardeau. Antoine s'approcha, menaçant. J'ai été à tes côtés pendant des années. J'ai couvert tes absences. J'ai géré les crises. J'ai sauvé la réputation de cette maison pendant que tu te lamentais sur ton fauteuil. Jacques haussa légèrement les sourcils, puis répondit avec une lenteur qui tranchait avec la violence des mots de son frère. Sauvé ? En organisant des fêtes superficielles, en mentant à nos partenaires, en me poussant dans l'eau devant toute une assemblée ? C'est ça, ta manière de sauver l'honneur de notre nom ? Antoine détourna les yeux, pris de court. Jacques poursuivit, plus ferme. Tu parles d'honneur, mais tu n'en as montré aucun. Tu aurais pu me confronter, me parler en face. Tu as choisi l'humiliation publique. Tu m'as traité comme un poids mort. À cet instant, Camille entra dans la pièce. Elle s'arrêta sur le seuil, surprise par la tension qui régnait. Elle n'était pas venue pour prendre part à l'affrontement,
mais ses pas l'y avaient conduite presque malgré elle. Elle observa les deux hommes, son père, rouge de colère, et son oncle, calme et implacable. Antoine reprit plus bas presque un grognement. « Tu n'es plus qu'un vieillard en fauteuil, Jacques. Tu veux te faire passer pour un héros, mais tu n'es qu'un lâche. Tu préfères donner ton argent à des étrangers plutôt que de faire confiance à ta propre famille. » Jacques se tourna alors complètement vers lui. Son visage s'endurcit, mais sa voix resta posée. « La famille, Antoine, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de respect. Et tu m'en as retiré le dernier gramme. » Il se tourna alors vers Camille, qui, prise au dépourvu, recula d'un pas. « Et toi, Camille? Tu riais, toi aussi? Tu filmais, non? Était-ce si drôle de voir ton oncle plongé, incapable de se débattre ?» Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Elle baissa les yeux. Jacques reprit « Je n'ai pas besoin de vos excuses. Je veux juste que vous compreniez que ce que vous avez fait ne sera pas oublié, pas par moi, et surtout pas par ceux qui vous regardaient. » Le silence s'installa. Antoine serra les poings, les bras tremblants. Mais il ne bougea pas. Il savait que la ligne avait été franchie et que plus aucun retour n'était possible. Jacques se redressa dans son fauteuil comme pour clore la conversation. « Vous êtes libre de partir. Le château vous accueillera encore, mais vous ne serez plus jamais les maîtres ici. Et un jour, quand les murs porteront des noms que vous ne connaissez pas, souvenez-vous que c'est vous qui avez tourné le dos les premiers. » Antoine quitta la pièce sans un mot. Camille resta encore quelques secondes, les larmes aux yeux, puis suivit son père. Jacques, seul, resta immobile devant la fenêtre. Élise entra doucement, posa une main sur le dossier de son fauteuil. Il ferma les yeux un instant. Il n'y avait plus de colère en lui, seulement une certitude, celle d'avoir choisi enfin de se respecter. Et dans cette décision, dans cette fracture assumée, il sentait naître timidement une paix nouvelle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la soirée qui avait déchiré les apparences soigneusement entretenues du domaine Duval. La fête, jadis attendue comme l'un des événements mondains les plus raffinés de la région, était désormais murmurée dans les conversations avec un mélange de fascination et de malaise. Ce n'était plus la grandeur du château ou la richesse du vin qui faisaient parler, mais bien la chute publique d'un homme trahi, la gifle morale infligée par une domestique et la décision radicale d'un héritier devenu juge. Les journaux locaux avaient titré sur « L'humiliation silencieuse de la haute société ». Et bien que les noms aient été masqués, tout le monde savait. Depuis ce jour, Jacques avait refusé tout contact avec l'extérieur. Il ne répondait pas aux appels, n'ouvrait aucune lettre, ne recevait aucun des avocats de la famille. Il passait ses journées entre le salon de lecture, la terrasse du Sud et son bureau, où Élise lui apportait chaque matin du thé, des journaux soigneusement triés et un silence réconfortant. Il ne parlait que lorsqu'il avait quelque chose à dire. Et il écrivait, longuement, chaque jour. Mais ce matin-là, un visiteur rompit la routine. Une berline noire s'arrêta devant le perron du château. Un homme en costume sobre en sortit, attaché case à la main. Il ne regarda pas autour de lui, ne s'émerveilla pas du domaine. Il connaissait les lieux. Il y était déjà venu autrefois, lors d'affaires plus simples. Maître Lemaître, notaire de renom, portait ce jour-là le poids d'une mission exceptionnelle. Jacques l'attendait dans la bibliothèque. Assis derrière le grand bureau de chêne massif, entouré de livres anciens et de souvenirs de famille accrochés au mur, Jacques lui fit signe de s'asseoir. Aucun mot superflu n'échangea entre eux. Tout avait été préparé, relu, vérifié. Ce que Maître Lemaître tenait dans sa serviette était la version finale d'un testament modifié, signé, scellé. Et ce document contenait les mots que le monde découvrirait bientôt. Élise entra discrètement, portant un plateau avec 2 verres d'eau et quelques documents annexes. Elle n'avait pas demandé à être présente, mais Jacques, sans même la consulter, l'avait incluse dans l'entretien. Sa présence n'était pas seulement tolérée, elle était essentielle. Car elle était au centre de cette affaire, non pas comme bénéficiaire d'un caprice ou d'un élan de gratitude, mais comme dépositaire d'une mission. Le notaire ouvrit le dossier, sortit les feuilles avec lenteur. Il les lut à voix haute, selon le protocole. Jacques écoutait sans bouger. Son visage calme ne trahissait rien. Mais Élise, debout à ses côtés, sentit un frisson la parcourir en entendant son nom. Je sous-signais Jacques Duval, lègue la moitié de mes biens à Madame Élise Arnaud, à condition qu'elle les consacre à une fondation dédiée à l'inclusion, à l'accessibilité
et à la dignité des personnes en situation de handicap sous le nom de Duval-Arnaud. Un silence total suivit la lecture. Jacques ne dit rien, Élise non plus. Le notaire poursuivit son exposé, détaillant les aspects légaux, les modalités de transfert, les délais, les audits prévus. Mais rien ne comptait autant que cette phrase, ce cœur battant du testament. Jacques ne se contentait pas de redistribuer sa fortune. Il lui donnait un sens. Il en faisait un outil de transformation, un héritage d'action, pas seulement de possession. Quand le notaire eut terminé, il rangea les papiers avec méthode, les fit signer à Jacques, puis à Élise, qui, tremblante, dut s'asseoir pour apposer sa signature. Elle n'avait jamais imaginé être au centre d'un acte aussi solennel. Et même à cet instant précis, elle luttait intérieurement contre l'idée de le refuser. Elle leva les yeux vers Jacques, cherchant une échappatoire. Mais il la regardait avec une douceur ferme, une autorité tranquille. « Ce n'est pas un cadeau, Élise. C'est une mission. Et je sais que tu es la seule à pouvoir l'honorer. » Elle voulut parler et protester, mais il leva la main. « Tu m'as sauvé 2 fois. D'abord physiquement, ensuite moralement. Tu m'as rappelé que je valais encore quelque chose. Et que la dignité ne se quémande pas, elle se protège. Ce que tu vas faire avec cette fondation, c'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Toi, tu n'as jamais cessé d'agir. » Élise se leva lentement. Ses yeux étaient humides, mais elle se força à rester droite. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste fait ce qui était juste. » Jacques esquissa un sourire. « C'est précisément cela qui est extraordinaire. » Quand le notaire partit, le vent s'était levé dehors. Les feuilles des platanes tombaient en tourbillonnant sur les allées. Dans la cour, les employés observèrent la voiture s'éloigner. Les rumeurs iraient vite. Et bientôt, tout le monde saurait. Mais cela importait peu. Le lendemain, l'annonce fut rendue publique. Une conférence de presse fut organisée au château. Les journalistes, d'abord sceptiques, furent émus par la clarté de la déclaration. L'histoire, déjà connue par la fuite du scandale, prenait une dimension inattendue. Les caméras captèrent l'instant où Élise lut le texte officiel de création de la fondation, la voix tremblante mais ferme. Jacques, à ses côtés, resta silencieux, mais son regard disait tout. Ce jour-là, les messages affluèrent de partout. Associations, institutions anonymes, des lettres manuscrites, des vidéos, des témoignages, des histoires de souffrance, de résilience, de silence, de combat. Jacques les faisait lire à Élise chaque soir, et chaque mot, chaque ligne, confirmait qu'ils avaient fait le bon choix. Mais au sein de la famille, la nouvelle provoqua un séisme. Antoine tenta immédiatement de contester le testament. Des avocats furent contactés. Des lettres de mise en demeure furent envoyées. Mais le public, déjà acquis à la cause de Jacques et d'Élise, réagit avec force. Le soutien populaire fut tel que toute tentative de procès devint risquée. Les journaux défendèrent la décision comme un exemple. « Une justice posthume pour les invisibles », écrivait un éditorial du Figaro. La famille Duval, en quelques jours, passa du statut de lignée respectée à celui de clan méprisé. Les appels se firent rares. Les amis d'autrefois gardèrent leur distance, et Antoine, isolé, se retrouva prisonnier de sa propre arrogance. Le document avait tout changé, mais ce n'était pas l'encre ni les clauses légales qui avaient fait trembler les murs. C'était le sens profond qu'il portait, une déclaration de rupture, un cri de dignité, et surtout un acte de foi en l'avenir, porté par 2 êtres que le monde n'aurait jamais pensé réunir. Les jours qui suivirent l'annonce officielle de la création de la Fondation Duval-Arnaud furent une succession d'événements, dont l'intensité dépassa toutes les prévisions. Le château de la famille, jusqu'alors confiné à l'histoire viticole du Languedoc, se retrouva au cœur d'un débat national sur la dignité humaine, la responsabilité sociale et la manière dont une fortune peut être utilisée pour réparer des injustices. Les journaux, les magazines, les chaînes radiophoniques et les émissions télévisées s'emparèrent de l'histoire sous tous les angles possibles. Chaque matin, Élise et Jacques recevèrent des courriels, des lettres, des appels. Certains racontaient des histoires personnelles de discrimination. D'autres proposaient des idées pour des projets au sein de la Fondation. D'autres encore exprimaient une émotion profonde devant ce qui avait été accompli. Mais au milieu de cette effusion d'attention et de soutien, un front s'organisait du côté opposé. Antoine engagea des avocats réputés pour tenter de contester la validité du testament, arguant qu'un homme, dans l'état émotionnel de Jacques,
après l'incident de la piscine, n'était pas en pleine possession de ses capacités pour faire une telle donation. Il parla de manipulation, évoqua des influences extérieures, des pressions psychologiques et chercha à faire valoir que l'intervention d'Élise avait altéré le jugement de son frère. Il écrivit des lettres ouvertes, multiplia les démarches auprès des tribunaux de commerce et des juridictions civiles. Il fit appel à des experts en droit des successions, à des psychologues qui acceptèrent de témoigner sur ce qu'ils qualifièrent d'état de crise émotionnelle profonde. Mais chaque tentative fut accueillie par une résistance encore plus vigoureuse du public, car l'histoire avait pris une dimension morale qui transcendait la simple bataille juridique. Dans les réseaux sociaux, sur les forums de discussion, dans les éditoriaux des quotidiens, l'opinion publique se rangea massivement du côté de Jacques et d'Élise. On parlait de courage, d'exemplarité, d'un homme qui avait transformé une humiliation en une leçon de dignité universelle. Des associations de défense des personnes handicapées, des organisations pour les droits humains, des collectifs d'intégration sociale se mobilisèrent. Ils envoyèrent des lettres de soutien, organisèrent des pétitions, multiplièrent les tribunes pour dénoncer l'attitude d'Antoine et soutenir la décision de Jacques. Ce n'était plus seulement un héritage redistribué. C'était devenu un acte symbolique de réparation, un modèle pour une société qui, parfois, oublie les plus fragiles. Les avocats d'Antoine déposèrent une requête officielle pour réexaminer la capacité de Jacques à signer les documents du testament. Ils demandèrent des expertises psychiatriques, des auditions supplémentaires, des témoignages de ceux présents à la fête. Ils allèrent jusqu'à insinuer que Jacques n'avait pas compris ce qu'il signait, qu'il avait été influencé par une employée en position émotionnelle privilégiée, qu'il avait agi sous le coup d'un sentiment transitoire plutôt que d'une conviction réfléchie. Mais chaque argument fut balayé par une contre-offensive tout aussi rigoureuse. Les avocats de la Fondation, soutenus par des juristes indépendants, démontrèrent que toutes les démarches légales avaient été respectées, que les délais légaux avaient été honorés, que plusieurs témoins neutres avaient assisté à la signature des documents en présence du notaire et qu'aucune pièce ne prouvait un état mental altéré de Jacques au moment où il avait pris sa décision. Ils présentèrent des juristes spécialisés en droit des successions, des médecins attestant la lucidité de Jacques, des témoignages de personnes ayant partagé des moments avec lui avant et après la signature. Ils firent valoir que contester cette démarche revenait à nier le principe même de liberté, de disposer de son patrimoine, un principe fondamental protégé par la loi. Parallèlement, les médias donnèrent la parole à des experts en éthique, à des philosophes, à des personnalités publiques qui défendirent la décision de Jacques comme un geste de haute portée morale. Ils soulignèrent que dans une époque où la compassion est souvent effacée par l'individualisme, un acte d'une telle clarté devait être salué, étudié, discuté et non pas piétiné par des querelles d'héritage. Des rédactions organisèrent des débats, invitèrent des représentants d'associations, permirent à des personnes handicapées de raconter leurs expériences. Les émissions de radio, matin et soir, ne parlaient que de cela, analysant chaque détail, offrant des plateformes pour des discussions profondes sur l'égalité, l'intégration et la responsabilité sociale. Dans ce climat, l'opinion publique se polarisait naturellement. D'un côté, ceux qui voyaient en Antoine une figure de l'archaïsme, du refus de reconnaître la valeur de tous les êtres, quelle que soit leur capacité physique. De l'autre, quelques voix plus rares qui affirmaient que les liens familiaux devaient être respectés, que contester un testament était une démarche légitime en cas de doute sérieux. Mais ces voix étaient rapidement mises en perspective par une majorité qui considérait que contester une démarche aussi ouverte et bien documentée revenait à défendre l'indéfendable, la prééminence du privilège sur la justice. Au sein du château, Jacques et Élise restaient concentrés sur ce qui devait être fait: structurer la fondation, rencontrer des représentants d'organisations partenaires, définir des projets pilotes et établir un comité consultatif composé d'experts en accessibilité, en droit et en inclusion sociale. Ils travaillaient de longues heures, lisant des propositions, hiérarchisant des idées, discutant des objectifs à court et à long terme. Étape après étape, ils donnaient vie à cette vision qui, au départ, n'était qu'un concept inscrit dans un testament, mais qui devait devenir une réalité tangible. Un matin, à la suite d'une émission de débat où l'on avait longuement parlé de l'affaire,
Une lettre arriva au château. Elle n'était pas adressée à Jacques, ni à Élise, ni même à la Fondation. Elle était signée d'un professeur de philosophie d'une université prestigieuse, qui avait proposé un cours spécial sur l'éthique de l'inclusion, en prenant comme étude de cas l'histoire de Jacques Duval. Il décrivait comment cette décision avait transformé une humiliation en un acte porteur de sens, et comment elle pouvait être enseignée comme un exemple de responsabilité morale dans les sociétés modernes. Cette lettre, lue à voix haute par Élise dans le bureau de Jacques, donna lieu à un silence profond. Aucun d'eux ne chercha la gloire ou la reconnaissance. Leur objectif n'était pas de devenir des symboles, mais d'instaurer un changement réel. Et pourtant, voir que leur histoire inspirait une réflexion académique, qu'elle résonnait au-delà des murs du château, fit naître une émotion sereine. C'était la preuve que, même au cœur d'une bataille juridique et morale, il existait une aspiration collective à regarder autrement ceux que l'on ignore trop souvent. Les jours suivants, les procédures continuèrent, mais la tentative d'Antoine perdit peu à peu de sa force. Les tribunaux, saisis de requêtes contradictoires, décidèrent qu'aucune preuve tangible ne justifiait l'ouverture d'une enquête approfondie sur la capacité de Jacques au moment de la signature. Le débat juridique s'éteignit progressivement, non pas avec fracas, mais avec la reconnaissance que la loi avait déjà prévu les mécanismes pour protéger les volontés de chacun, même si ces volontés bousculent les conventions. Quand la nouvelle tomba, Jacques et Élise n'étaient pas là pour l'apprendre à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Ils étaient dans une salle du château, entourés de plans, de documents de projet, de lettres d'organisations partenaires. Ils écoutèrent le message transmis par un collaborateur, puis se regardèrent sans un mot. C'était une victoire, certes, mais c'était surtout une confirmation. La justice morale et la justice légale pouvaient converger, et parfois, l'histoire offrait des leçons qui allaient bien au-delà d'un simple héritage familial. Ce jour-là, dans le silence de cette salle de travail, naquit une certitude profonde. Ce qui avait commencé comme une humiliation se transformait en un modèle de dignité partagée, et que nul tribunal, nul argument, aucune opposition ne pourrait jamais effacer l'impact de ce qui avait été accompli. L'automne s'installait peu à peu dans les terres de l'Hérault, peignant les vignes de teinte rouge, mordorées, cuivrées. Le domaine Duval, longtemps considéré comme un bastion de tradition et de prestige, s'était métamorphosé en épicentre d'un récit qui avait touché la France entière. La fondation Duval-Arnaud, bien que nouvellement créée, commençait déjà à recevoir des dons, des partenariats, des propositions concrètes de collaboration. Ce que beaucoup croyaient être un geste ponctuel se transformait en une structure solide, ambitieuse, porteuse d'un avenir différent. Et pourtant, derrière les décisions, les documents signés, les conférences données et les projets en cours, un autre mouvement, plus discret, plus intime, se dessinait dans l'ombre, celui du cœur. Jacques, chaque matin, passait plusieurs heures dans son bureau à lire les lettres reçues. Il tenait à cela. Ce n'était pas un geste symbolique, mais un véritable besoin. Chaque courrier représentait une voix, une existence, une douleur ou un espoir. Il les lisait avec lenteur, parfois à voix haute pour Élise, parfois en silence. Ces voix venues d'ailleurs lui donnaient la force de continuer. Mais un matin, entre une lettre venue de Lille et une autre de Marseille, il tomba sur une enveloppe qu'il reconnut immédiatement. L'écriture était fine, soignée mais familière. C'était celle de Camille. Il resta un long moment à la contempler sans l'ouvrir. Le simple fait de la tenir dans ses mains provoqua un frisson. Il savait que ce geste, écrire, n'était pas anodin pour une jeune fille comme elle, habituée à tout dire par message instantané, images, vidéos. Une lettre manuscrite signifiait quelque chose. Il finit par l'ouvrir, lentement, presque solennellement. La lettre était courte, mais chaque mot y portait un poids immense. « Jacques, je ne sais pas comment commencer cette lettre. Je ne sais même pas si j'ai le droit de t'écrire après tout ce que j'ai fait, ou plutôt laissé faire. Je revois encore ton visage sous l'eau. Je me revois riant comme les autres. Et plus les jours passent, plus ce rire me dégoûte. Je ne peux pas le faire taire, mais je veux au moins te dire que je le regrette. Vraiment. J'ai suivi papa parce que j'ai toujours cru qu'il avait raison, qu'il savait ce qu'il faisait. Mais ce soir-là, j'ai compris qu'il avait tort. Et moi aussi, je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que je ne suis plus la même. J'essaie de comprendre, d'apprendre. J'ai commencé à m'intéresser à des choses auxquelles je ne pensais jamais. J'ai lu des articles sur l'accessibilité.
J'ai regardé des documentaires et j'aimerais un jour pouvoir en parler avec toi, si tu veux, si tu acceptes, Camille. » Il relut la lettre plusieurs fois. Chaque mot semblait vibrer d'une sincérité nouvelle. Ce n'était pas une lettre d'excuse mécanique. C'était une confession, une tentative de rédemption. Jacques resta longtemps silencieux, après l'avoir reposé sur le bureau. Puis il demanda à Élise de faire venir Camille, si elle le voulait. Camille arriva 2 jours plus tard. Elle avait coupé ses cheveux, portait un manteau simple, sans maquillage, sans artifice. Elle attendit dans le petit salon adjacent à la bibliothèque, les mains serrées sur ses genoux, le regard baissé. Quand Jacques entra, elle se leva immédiatement, mais il lui fit signe de rester assise. Il ne dit rien au début. Il s'assit en face d'elle, l'observa. Elle paraissait plus jeune, plus fragile, dépouillée de cette armure d'arrogance qu'elle portait jadis comme une seconde peau. « Tu as écrit cette lettre toi-même » demanda-t-il enfin. Elle hocha la tête. Chaque mot, sans aide, sans relecture. Il acquiesça doucement. « Tu sais, Camille, j'ai été blessé par ton rire plus que par la chute. Mais je vois dans tes yeux que quelque chose a changé. Et ça, c'est rare. » Elle rougit, détourna les yeux. « J'ai honte. » Il répondit aussitôt, et c'est un bon début. La honte peut être utile si elle pousse à agir différemment. Elle releva les yeux, surprise. « Tu veux dire que je peux faire quelque chose ? Tu peux écouter, apprendre, t'impliquer, pas pour te racheter, pour comprendre. » Elle sourit faiblement. « J'aimerais aider à la fondation, faire partie d'un projet, peu importe lequel. » Jacques réfléchit un instant. « Tu commences lundi, Élise t'expliquera. » Elle resta sans voix, les larmes aux yeux. Il ne lui demanda pas pourquoi elle avait changé, ni ce qui l'avait poussé à écrire. Il n'en avait pas besoin. Il voyait dans son attitude que l'enfant gâté d'autrefois avait laissé place à une jeune femme prête à se confronter à la réalité. Quand elle partit, Élise entra dans la pièce. Elle avait entendu leur conversation de loin. Jacques la regarda et dit simplement « Il y a des retours qu'on n'attend pas, et qui pourtant font du bien. » Elle hocha la tête, parce qu'ils viennent du cœur. Ils restèrent un moment sans rien dire. Dehors, les feuilles tombaient doucement, recouvrant les chemins du domaine. Et dans cette chute lente, dans cette saison de transformation, une graine nouvelle venait d'éclore. Celle d'un pardon sincère. Non pas celui qu'on réclame, mais celui qu'on construit, pas à pas, dans le silence de la conscience. Le domaine du Val, niché dans les collines ondulantes du Languedoc, avait longtemps symbolisé une forme d'excellence viticole, un héritage aristocratique transmis de génération en génération. Sa façade austère, ses jardins parfaitement dessinés, ses murs chargés de souvenirs incarnaient l'idée même de permanence et de tradition. Mais depuis les bouleversements des dernières semaines, une transformation invisible mais profonde s'opérait entre ces pierres centenaires. L'air y était plus vivant, les silences moins pesants. On n'y venait plus seulement pour honorer un passé, mais pour bâtir un avenir. Jacques, fidèle à sa promesse, avait lancé la métamorphose du château en un centre dédié à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce projet, né dans la douleur d'une trahison familiale et dans la lumière d'un acte de courage, prenait forme avec une rapidité surprenante. Les ailes sud et est, autrefois réservées aux invités privilégiés et aux réceptions mondaines, furent vidées de leur mobilier pompeux. Les tapisseries furent retirées, les dorures démontées. À leur place, des architectes spécialisés conçurent des espaces accessibles, des salles de formation, des ateliers ouverts à la lumière naturelle. Élise, désormais directrice opérationnelle de la Fondation, supervisait chaque détail avec une précision méthodique. Elle consultait des ergothérapeutes, dialoguait avec des associations locales, réunissait des panels de personnes concernées pour penser un lieu vraiment adapté, pas seulement aux normes, mais à la dignité de chacun. Son bureau, installé dans l'ancienne salle de musique, était devenu le centre névralgique du projet. Elle y recevait sans relâche architectes, ingénieurs, éducateurs, bénévoles, tous animés par une volonté commune de créer quelque chose d'unique. Jacques, bien qu'en retrait des tâches quotidiennes, suivait chaque avancée avec une attention profonde. Depuis sa terrasse, il observait les allées et venues des ouvriers, les livraisons de matériaux, les réunions qui s'improvisaient dans les jardins. Il sentait son château revivre, non plus comme un monument figé dans le temps, mais comme un organisme en pleine mutation. Chaque bruit de marteau, chaque plan étalé sur une table en plein air lui rappelait que ce lieu,
autrefois théâtre d'indifférence et de faux-semblants, devenait enfin un espace d'action concrète. Bientôt, des rampes furent installées à tous les accès, les portes furent élargies, des ascenseurs discrets intégrés aux structures sans dénaturer l'architecture. Les anciennes écuries furent transformées en ateliers d'artisanat, où seraient bientôt organisés des stages de poterie, de menuiserie, de peinture. L'ancienne orangerie devint une salle polyvalente où auraient lieu des conférences, des expositions, des projections. La salle à manger principale fut réaménagée pour accueillir sans distinction toutes les formes de mobilité. Mais plus encore que les pierres ou les meubles, c'étaient les présences qui changeaient le visage du lieu. Des jeunes en fauteuil roulant, des adultes avec déficience visuelle, des enfants autistes accompagnés de leurs éducateurs commencèrent à visiter le château pour participer à des ateliers tests, à des rencontres, à des échanges. Ils arrivaient parfois timides, parfois sceptiques, mais repartaient avec le sourire, souvent avec l'envie de revenir. Des partenariats furent noués avec des écoles spécialisées, des structures de soins, des centres culturels. Une énergie neuve traversait désormais les couloirs. Camille, fidèle à son engagement, avait trouvé sa place au sein de cette effervescence. Encadrée par Élise, elle aidait à coordonner les plannings d'activités, à concevoir des supports de communication accessibles, à accueillir les visiteurs. Elle n'était plus cette adolescente cynique et distante. Son regard s'était adouci, son langage avait gagné en précision, en délicatesse. Elle posait des questions, écoutait les réponses, reconnaissait ses ignorances. Jacques la regardait parfois de loin, sans intervenir, et sentait en elle une transformation qui allait au-delà du simple remords. Un après-midi, alors que le soleil déclinait doucement derrière les collines, une première cérémonie eut lieu dans le jardin central. Une inauguration symbolique, modeste, mais chargée de sens. Quelques dizaines de personnes étaient là, membres de la fondation, futurs bénéficiaires, partenaires locaux. Jacques, installé au centre, ouvrit la cérémonie par un court discours. Sa voix, légèrement tremblante mais ferme, résonna dans le silence attentif. Ce château a longtemps été un sanctuaire de silence, un lieu où l'on gardait les apparences, où l'on évitait ce qui dérangeait. Aujourd'hui, je veux qu'il devienne un lieu de voix, des voix qu'on n'entend jamais, des voix qu'on a trop longtemps ignorées. Ici, chacun aura sa place, non pas comme invité, mais comme acteur. Il s'arrêta, la gorge nouée. Élise s'approcha, posa une main sur son épaule. Il reprit « Ce que vous voyez autour de vous n'est pas une fin. C'est un commencement, et ce commencement, je vous le confie, à vous tous. » Les applaudissements furent retenus, respectueux, mais intenses. Ce moment scella symboliquement la nouvelle vocation du château. Ce n'était plus seulement la demeure de Jacques Duval. C'était désormais un lieu partagé, vivant, ouvert sur le monde, un laboratoire de respect, un espace d'humanité. À la tombée de la nuit, alors que les invités s'étaient dispersés, Jacques resta un moment seul dans le jardin. Le vent faisait frémir les feuilles. Des lumières douces éclairèrent les allées. Il ferma les yeux. Il ne pensait plus à ce qui avait été perdu. Il pensait à ce qui avait été sauvé. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit pleinement chez lui. Non pas entre des murs, mais au milieu d'un projet plus grand que lui. Un projet qu'il n'aurait jamais pu mener sans cette chute dans l'eau, sans ce geste d'Élise, sans cette fracture nécessaire. Un projet né dans la douleur mais porté par la volonté de ne jamais plus détourner le regard. Le matin du 27e anniversaire de la création de la maison Duval, telle qu'elle était connue aujourd'hui, débuta dans une atmosphère bien différente de celle des années précédentes. Pour la première fois depuis longtemps, le château ne se préparait pas pour une réception mondaine, une démonstration de richesse ou une parade de convenance. Ce jour-là, aucune limousine ne franchit les grilles avec fracas, aucun traiteur n'installa ses buffets luxueux dans les jardins, aucun groupe de jazz ne répéta ses gammes sous la grande tonnelle. Et pourtant, l'effervescence était bien réelle, mais d'une autre nature, plus discrète, plus profonde. Le château tout entier respirait une forme nouvelle de solennité. Jacques, fidèle à ce qu'il était devenu, avait souhaité que l'événement soit sobre, mais significatif. Il ne voulait pas fêter un passé glorieux, mais souligner un présent transformé. Ce ne serait pas une célébration tournée vers lui, mais vers les autres, vers ceux qui, désormais, faisaient vivre ces lieux autrement. Ce jour-là, on ne célébrerait pas un homme, ni une famille, mais une communauté née du respect, du travail partagé
et d'une volonté commune de rendre la dignité à ceux qu'on avait trop longtemps marginalisés. Dès les premières heures du jour, les allées furent préparées pour accueillir des invités particuliers, des bénéficiaires de la Fondation, leurs proches, des bénévoles, des enseignants, des soignants, des artistes, des penseurs. Aucun nom célèbre, aucune tête d'affiche. Mais chaque visage portait une histoire, chaque présence ajoutait une voix à cette symphonie nouvelle que devenait le domaine du Val. Des fauteuils roulants arrivaient aux côtés de poussettes. Des personnes malvoyantes s'avançaient, guidées par des bénévoles. Tous venaient pour témoigner, participer et surtout se sentir à leur place. Le cœur de la fête se déroula dans le grand parc du château, sous les arbres centenaires. Une scène avait été installée, non pas en hauteur, mais au niveau du sol, pour ne surélever personne. À l'arrière, une grande fresque avait été peinte par des artistes en situation de handicap, représentant une multitude de visages tournés vers un même horizon. Pas un regard ne se détournait, pas une figure n'était floue. Le message était clair. Ici, tout le monde compte. Ici, tout le monde regarde le monde en face. Jacques assista à toute la cérémonie depuis sa chaise, placé au premier rang. Il portait un costume simple, sans décoration ni médaille. Il n'avait rien à prouver. Il observait, écoutait, ressentait. Camille, désormais totalement engagée dans la fondation, circulait entre les groupes, répondait aux questions, organisait les prises de parole. Elle avait changé, non seulement dans son attitude, mais dans son aura. Elle n'était plus la fille d'un homme déchu. Elle était devenue un pont entre deux mondes qui, jusque-là, s'étaient ignorés. Vers la fin de l'après-midi, Élise fut invitée à prendre la parole. Elle monta lentement sur la petite scène, habillée de manière sobre mais élégante. Aucun micro ne fut nécessaire. Le silence qui se fit lorsqu'elle apparut fut immédiat, total. Il n'était pas imposé. Il s'imposa de lui-même, comme une reconnaissance instinctive. Toutes les conversations cessèrent, tous les regards se tournèrent vers elle, avec une intensité rare. Ce silence-là n'était pas celui de la gêne, ni celui de la crainte. C'était un silence d'écoute absolue. Un silence qui disait « Nous sommes là, dis-nous ce que tu as à dire ». Elle resta un instant sans parler, puis elle sourit légèrement. Pas un sourire de façade, un sourire habité. Et elle dit, d'une voix claire, « Il y a 1 an, presque jour pour jour, j'ai couru vers une piscine sans réfléchir pour sauver un homme. Ce jour-là, j'ai cru que je n'avais fait que mon devoir. Mais ce que j'ai compris depuis, c'est que j'ai aussi sauvé quelque chose de bien plus grand. Une idée. L'idée qu'aucun être humain ne devrait être défini par ce qu'il ne peut pas faire, mais par ce qu'il est. » Elle fit une pause. Personne ne bougeait. Aujourd'hui, ce château n'est plus une forteresse. C'est un lieu ouvert, un lieu de passage, d'échange, d'accueil. Ce que nous construisons ici ensemble n'est pas une charité. Ce n'est pas un privilège accordé. C'est un droit retrouvé. Elle tourna alors légèrement la tête vers Jacques. Il ne pleurait pas, mais ses yeux étaient humides. Et si ce lieu porte aujourd'hui 2 noms, c'est parce que 2 volontés s'y sont rencontrées. L'une a offert les pierres, l'autre a apporté le feu. Et de cette rencontre est née une lumière que plus rien n'éteindra. Elle s'arrêta. Aucun applaudissement ne suivit. Pas tout de suite. Ce fut d'abord un silence. Un de ces silences qui vous traversent de part en part. Un silence qui pèse autant qu'il soulage. Puis, lentement, les mains commencèrent à se joindre. Les applaudissements s'élevèrent, nourris, sincères, accompagnés de quelques larmes discrètes. Mais c'était un silence qu'on n'oublierait pas. Le genre de silence qui transforme les âmes. Ce soir-là, lorsque le soleil se coucha sur les vignes, des centaines de lanternes furent allumées dans les jardins. Non pour impressionner, mais pour symboliser ce que chacun avait apporté de plus précieux, sa lumière. Le domaine du Val n'était plus un monument, c'était un phare. Et ceux qui l'avaient éclairé ne cherchaient pas à briller, mais à montrer le chemin. Jacques, regardant les lanternes flotter dans le vent, sentit une paix totale s'installer en lui. Il n'avait plus rien à prouver, plus rien à défendre. Il avait semé, et le monde désormais ferait fleurir ce qu'il avait osé planter.